Bonjour à tous, merci d'être là. Ça me fait chaud au cœur d'avoir autant de gens ici. Donc, je m'appelle François Proulx, je suis étudiant à la maîtrise sous la supervision de Alain, salut, Alain Berry et professeur Philippe Gauthier qui est par Teams. Et mon sujet, donc, c'est méthode de réalisation de modèles vibratoires en éléments finis par synthèse de champs sonores. Donc, les deux grands mots, c'est modèle vibratoire en éléments finis, puis synthèse de champs sonores. Donc, on va en apprendre plus dans les prochaines minutes. Donc, la problématique de base vient de la modélisation en acoustique. Donc, les ingénieurs vont souvent utiliser des modèles, par exemple, ici, un modèle par élément fini d'une plaque, pour essayer de quantifier puis de prédire comment l'objet va rayonner, puis le bruit qui va en découler. Donc, les résultats vont souvent être sous forme de données, de chiffres, où on va pouvoir les visualiser. Par exemple, ici, un champ de pression là, de la plaque, mais au final, en acoustique, c'est nos oreilles qui déterminent si c'est un bruit plaisant ou pas. Donc, d'où l'importance d'écouter ces résultats-là, donc l'oralisation, qui est le fait d'écouter des modèles. Donc, je ne sais pas si on l'entend. Non, c'est ça, le bruit n'est pas là, mais bon. Fait que, on pourrait penser à des objets un peu plus complexes comme une boîte de transmission d'auto ou même dans un monde idéal, des modèles vraiment, vraiment complexes comme qu'on pourrait écouter. Puis ben, ça pourrait donner à des ingénieurs plus d'outils pour prendre des décisions. Donc, c'est un peu ça la problématique, c'est aider les ingénieurs dans leur processus de conception en acoustique pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions. Donc, l'oralisation, c'est séparé en trois grandes parties. Donc, la modélisation, le traitement de signal et la reproduction sonore. Pour ce qui est de la modélisation, donc on a une source qui est virtuelle, qui n'est pas réelle, on la modélise, puis on peut aussi modéliser la propagation de la source. Donc c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on va aller extraire de ces modèles-là? Ça peut être autant un champ de vibration à la surface d'un objet, si on ne tient pas compte de la propagation dans l'air, ou justement un champ de pression dans l'air ambiant ou dans un autre milieu. Donc, c'est ça. Avant d'aller plus loin, je vais aller un peu plus profondément dans la modélisation. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a choisi d'utiliser? Nous, c'est les méthodes par éléments finis. Donc, il y a deux grandes méthodes. Donc, méthode des éléments finis, puis méthode des éléments finis de frontières. Les méthodes des éléments finis, c'est pour modéliser surtout la vibration dans des objets. Puis c'est aussi, en fait, on va avoir des éléments partout dans l'objet. Alors que les éléments finis de frontière, on va modéliser une frontière, on va mettre des éléments dans la frontière, puis à la fin, on va résoudre dans le milieu. Pourquoi ces deux-là? C'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées justement en acoustique pour la modélisation. Puis il peut y avoir des modèles couplés et non couplés, donc avec le milieu ambiant. Les modèles non couplés, c'est comme dans le vide. Donc, on a juste un champ de vibration sur la surface de l'objet, donc une vitesse, mettons un champ de vitesse normal ici. Mais il est possible quand même surtout pour un milieu léger comme l'air, de faire une approximation puis de dire que l'air ne va pas avoir un effet de couplage très fort avec l'objet. Alors que on peut aussi décider de faire un couplage avec le milieu ambiant. Puis dans ce cas-là, on a aussi un champ de pression à la surface autour de l'objet. Donc, maintenant qu'on a choisi les éléments finis à réaliser, donc comment qu'on les écoute à la fin? Donc, on s'en va à la troisième étape. Donc, les méthodes de reproduction sonore. La plus connue d'entre vous, c'est souvent avec un casque d'écoute, mais il y a d'autres méthodes. Ça peut être un surround sound, donc plusieurs haut-parleurs, mais l'auditeur est contraint à un sweet spot, à être au centre. Il y a la méthode qu'on a choisie qui est la Wavefield Synthesis, synthèse de champs sonores, WFS. Donc voilà. Fait que, c'est quoi la Wavefield? On a une image ici, donc c'est une salle avec
plusieurs haut-parleurs qui font le tour là, d'un plan de reproduction où l'auditeur peut se promener puis écouter un chant qui va être reproduit à l'intérieur de ça. Donc, ben, ça te donne un espace d'écoute étendu et ben, plusieurs auditeurs peuvent être là aussi puis interagir avec le milieu. On peut faire des expériences où ils sont plus immersés là, dans leur milieu. Puis c'est aussi non spécifique à un auditeur parce qu'on reproduit vraiment le champ sonore, donc pas besoin d'écouteurs puis de spécialiser à chacun des systèmes auditifs. C'est des sources discrètes, donc c'est sûr qu'il y a une limitation en fréquence. Par contre, même au-delà des fréquences maximales du système, les artefacts ou les défauts là, sont peu perceptibles. Ben, pour les objets de trois dimensions, là, ben, des wavefields comme on a ici, donc en 2D, donc c'est vraiment un plan. Ben, les objets qui dépassent du plan, on peut plus difficilement les reproduire parce qu'on n'a pas de haut-parleur en hauteur. Mais on fait des approximations. Mais donc, c'est quand même pas parfait. Et ben, c'est pour l'instant surtout adapté aux sources simples, donc au monopole ou aux sources où on connaît des équations, des théoriques. Mais ce n'est pas encore utilisé pour les sources plus complexes, d'où l'utilité de notre projet d'essayer d'adapter des modèles par élément fini à la wavefield. Donc, ça nous donne justement notre thème, qui est de réaliser des modèles vibratoires par élément fini avec la wavefield. Puis ben, les applications, ben, c'est ça, ça nous permet, comme je disais, de réaliser des modèles plus complexes en FM, permettre une perception de l'étendue de la source, qui n'est pas vraiment possible en ce moment pour la wavefield, et ben, d'aider justement les ingénieurs dans leur processus de conception. Donc, c'est ça. Un petit peu de théorie, je vais aller rapidement. La wavefield synthesis se base sur le principe de Huygens, je ne sais jamais comment le dire comme du monde. Donc, on a une source primaire qu'on peut reproduire on peut reproduire le champ de la source primaire avec plusieurs sources secondaires. Donc, on voit ici, on a 3 sources secondaires, puis leur front d'onde, pour une certaine fréquence, va être assez similaire à celle de la source primaire. Évidemment, plus on a de sources secondaires, plus le front d'onde va être mieux construit. Donc, en général, plus on a de haut-parleurs dans notre salle, mieux c'est. Puis, niveau mathématique, ben, on se base sur l'intégrale de Rayleigh qui dit qu'on peut calculer la pression. Mais si on connaît la vitesse normale sur un plan, on peut reconstruire tout ce qu'on veut de l'autre côté parfaitement. Donc, on peut avoir la pression dans notre champ. Donc, voilà. Évidemment, nous, on n'a pas un plan d'haut-parleur, on a seulement une ligne. Donc, il va y avoir différents détails qui vont être ajoutés. Donc, on a notre source primaire, ça c'est la théorie de base qui existait déjà, donc la source primaire qui va être rayonnée au plan justement de haut-parleur. Puis ensuite, ben, comme je disais, on veut l'approximer à une ligne de haut-parleur discret. Donc, on va faire une dérivée normale, pour avoir la vitesse normale. Et on fait une approximation qui s'appelle l'approximation de la phase stationnaire pour justement passer en 2D, en une ligne. Puis ensuite, ben, on va pouvoir propager vers notre espace d'écoute. Donc, ces 4 grandes étapes-là, c'est aussi les 4 grandes étapes de la méthodologie qu'on a développée, mais avec des équations différentes parce qu'on n'a pas la même source primaire. Pas une source, un monopole, on va avoir une source plus complexe. Petit détail aussi, là, je vais aller vite ici, là, mais donc, si on a une source qui est hors plan, comment on fait pour l'approximer? Ben, le chemin du son, normalement, ça va être en noir, là, il va être directement, mais là, nous, comment on va le reproduire? Ben, ça va être en rouge. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le chemin de reproduction du son va être plus court que le vrai chemin en théorie qui devrait être. Donc, on peut s'attendre à ce que notre champ de reproduction soit un peu plus fort, donc des amplitudes plus grandes qu'en théorie. Mais c'est attendu, puis c'est pas assez nécessairement tout le temps pour faire une différence au niveau de la perception.
Donc, bon, qu'est-ce qu'on propose? Pour des modèles en premier couplés, là, comme je disais, il y a couplé, découplé. Quand ils sont couplés, ben, on connaît pression et vitesse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part du champ de vibration et de pression de l'objet. On va le propager encore une fois jusqu'à un plan avec l'équation de Kirchhoff-Helmholtz qui demande la pression et la vitesse à la surface d'un objet. Puis on va le propager jusqu'au plan. Ensuite, ben, comme tantôt, là, je vais aller plus vite ici. Ben, c'est ça, on fait la dérivée normale, la méthode de la phase stationnaire et on va mettre un fenêtrage pour éliminer les effets de bord d'une ligne de haut-parleur. Et donc, c'est ça. Puis à la fin, ben, on propage, c'est ça, ici le D en bas, là, ou ici, c'est en anglais driving function, donc c'est les signaux de commande qu'on va envoyer au haut-parleur. Donc c'est ça en fait qu'on calcule, c'est quoi qu'on envoie au haut-parleur pour bien reproduire les sons, le champ d'une source complexe. Donc les mêmes 4 grandes étapes. Donc, encore une fois, la même chose pour les modèles non couplés, mais avec une équation de base différente. Donc, on utilise la fonction de Neumann-Green qui, elle, n'a besoin que de la vitesse normale. C'est comme 2 fois un intégral de Kirchhoff-Helmholtz mis dans une formule. Puis, on propage ça, encore une fois, jusqu'au plan. Puis, même chose, vitesse dérivée, approximation pour passer vers une ligne, puis le fenêtrage. Et la propagation ensuite vers le champ de reproduction. Donc, on a les 4 étapes encore. Pour ce qui est des... bonjour. Pour ce qui est des résultats de simulation, on a notre champ qui est cible, donc target. Ça va être, on va se baser sur notre objet, le champ de l'objet qu'on va rayonner directement au champ de reproduction. Versus le champ qui est reproduit, ben, on part encore de notre objet, mais là, on fait les étapes que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le champ target, là, c'est en vraie vie, si notre objet était là, ça sonnerait comme ça. Alors que le reproduit, c'est avec la wavefield, comment ça sonnerait. Puis le but de ça, ben, c'est de voir est-ce que nos méthodes, est-ce qu'avec la wavefield, on peut reproduire un champ qui est très semblable au champ théorique de l'objet. Puis si le plus proche il est de la réalité, ben, le plus il sonne pareil. Donc, mieux la méthode va fonctionner et va être applicable. Donc, on a testé ça au début avec une plaque puis une demi-sphère. Je vais juste montrer les résultats de la demi-sphère pour l'instant. Donc, c'est une demi-sphère qui était excitée avec un monopôle au centre. Donc, un monopôle, ça fait vibrer la demi-sphère, puis ensuite, la demi-sphère va rayonner jusqu'au plan d'écoute. Donc, les résultats qu'on va avoir après, ça va être ce plan-là, mais vu de haut, pour le plan de reproduction vu de haut. Puis avant, juste d'aller plus loin, à quoi ça ressemble un champ de déplacement, puis un champ de pression, ben là, c'est ça. Donc, pour la plaque, on voit le champ de déplacement à la surface de l'objet. Même chose pour la demi-sphère. Donc, comme je disais ici, on a une vue de haut du plan de reproduction pour une fréquence. Ici, c'est à 1000 Hz pour la demi-sphère. À gauche, on a le champ cible. Donc, on voit en bas, là, la demi-sphère qui est vue de haut, qui va rayonner dans le champ. Et les 2 autres images, donc c'est la formulation, un modèle couplé et un modèle non couplé. Et les petits points en bas, ben, c'est les haut-parleurs. Puis la ligne pointillée, c'est la ligne de référence. Donc, en gros, on voit que c'est assez similaire. Donc, ça nous montre à vue d'œil que le champ reproduit avec la wavefield est très semblable au champ théorique là, de la demi-sphère. Un peu pour aller voir un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de la directivité, ben, on regarde un champ d'intensité, puis on voit que c'est comme plein de flèches là, donc, qui indiquent la direction du son et ben, l'intensité. Donc, on voit que la direction est assez bien reproduite.
il y a une surestimation là, du champ reproduit. Comme on dit tantôt, probablement causé par l'approximation des sources, des composantes hors plan de la source. Mais donc, puis là, on a comme comparé les deux aussi pour avoir la différence de direction de propagation, donc la différence entre l'angle des petits vecteurs d'intensité. Puis on voit que c'est assez bien reproduit. Donc en noir, ça c'est l'erreur, donc il est à 0, donc c'est très bien. En blanc, c'est moins bien, mais on voit que les faisceaux blancs correspondent aux endroits où l'intensité est plus faible. Donc plus de bruit par rapport au signal, donc on s'attendait à ça aussi, puis c'est correct. Donc en gros, c'est assez bien reproduit. Donc ça, c'est simulation à une fréquence, mais là, on est allé aussi ensuite faire des tests. Donc, dans la salle, donc on a utilisé l'antenne du fond, là, donc 24 haut-parleurs, et on a mesuré avec une antenne de microphone de 29 microphones qui sont à 2 mètres des haut-parleurs. Donc, les objets qu'on a utilisés pour ce setup-là expérimental, donc on en a deux, encore la plaque, mais cette fois-ci tournée à 45 degrés, puis décalée de 1 mètre pour avoir un champ qui est un peu décalé pour voir ce que ça. Visuellement, c'était intéressant. Donc, on voit l'objet, les haut-parleurs qu'on représente, l'antenne de microphone vue de dessus, puis le microphone central. Pourquoi je l'identifie, c'est qu'il y a des résultats qui vont être seulement mesurés au microphone central versus d'autres qui sont la ligne au complet de microphone. Donc, puis l'autre objet, ben, c'est un demi-cylindre. Donc, c'est plus une sphère, c'est un cylindre. C'est comme vu de dessus. Donc, c'est comme une plaque qui est courbée, en fait. C'est juste ça. Puis, tu te rappelles qu'est-ce qu'on compare? Le champ direct, donc en noir ici, là, la ligne qui va directement de l'objet vers le champ de pression reproduit, simulé. Donc, ça, c'est, on calcule les fonctions de commande et on le propage sur l'ordi. Donc, il n'y a pas l'effet de salle qui est compris, c'est toutes des simulations. Puis finalement, ce qui est mesuré, ben là, évidemment, il va y avoir de la pollution causée par la salle. Donc, premier graphique ici, c'est on a le temps en l'axe des X, puis le log de la pression Y. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est plus l'allure générale du signal mesuré. Puis on voit que le decay, le décrément, je crois, est assez bien reproduit. Donc, les trois courbes là, qui sont superposées, ben, c'est ça, c'est le champ cible reproduit, simulé, puis mesuré. Mais là, si on va voir plus précisément, on peut voir les fronts d'onde ici. Donc, en A, le cible, en B, en simulation, puis en C, ben, c'est le champ mesuré. Donc, c'est peut-être de loin, je ne sais pas si c'est clair, là. Mais bon, on voit quand même que les fronts d'onde sont bien reproduits, surtout au début. Les lignes pointillées correspondent aux premières et deuxièmes réflexions là, du plancher puis du plafond. Donc, c'est ça, on voit quand même que les premiers fronts d'onde sont bien reproduits. Puis on voit aussi les réflexions, par exemple, à 45 degrés qui sont causées par un des murs aussi. Puis ben, c'est ça, plus on avance dans le temps, ben, plus c'est un peu flou, puis c'est difficile de faire des comparaisons, mais ça serait un vrai objet dans une salle aurait aussi l'effet de salle. Donc, si les premiers fronts d'onde sont bien reproduits, ça porte à croire que la directivité de la source est correcte, puis on l'apercevrait là où elle est, puis ça arrête de la l'autre. Donc, ça, c'est temporel. L'autre chose importante pour la perception, c'est le contenu fréquentiel. Donc, encore au microphone central ici, donc les trois courbes, donc encore une fois, cible en théorie, puis ben, en simulation et mesurée. Donc, celle qui est mesurée, ben, c'est elle qui a plus de petits bruits. C'est normal parce que c'est l'effet de la salle, mais on voit que l'allure générale est bien reproduite, puis aussi les pics sont pas mal toutes bien reproduits. Puis ben, c'est ça qu'on va entendre le plus aussi, là, les fréquences naturelles de l'objet. Donc, c'est ça. Et
ben là, on prend encore une fois ce graphique-là, puis on le met pour toute l'antenne des microphones. Donc, l'axe des X encore, c'est la fréquence, puis en Y, ben là, on voit justement, c'est comme si on regardait l'antenne, encore une fois, de dessus. Donc, on voit que pour chaque microphone, le champ est bien reproduit puis mesuré. Donc, on voit la mesure est en bas, au milieu, c'est simulation, puis en haut, c'est le cible. Donc, toutes les lignes là, correspondent aux pics d'amplitude. En noir, c'est comme les creux. Donc, les pics sont assez bien reproduits. Les creux, surtout au début, là, il y en a que oui. Plus on avance aussi en fréquence, il y a un peu plus de bruit, mais bon, c'est normal. Encore une fois, c'est l'effet de la salle, mais tout porte à croire que si le contenu fréquentiel est assez bien reproduit en général, ben, la fidélité de la reproduction est bonne. Donc, ben là, ça c'était pour la plaque. Rapidement, là, je fais juste montrer les deux graphiques pour le demi-cylindre. C'est à peu près les mêmes constats, là, donc, mais pour un champ différent un peu. Donc, on voit encore là, les frondons, les premiers frondons ici, puis les petites lignes comme ça là, sont bien reproduites. Puis plus on avance, plus c'est un peu embrouillé, mais bon, c'est normal. Et contenu fréquentiel pour tout. Encore là, c'est l'objet plus gros, donc la densité modale plus grande. Donc, on a pas mal plus de pics en fréquence, mais sont pas mal tout aussi bien produits. Donc, c'est ça, c'est encourageant aussi, puisque c'est un objet complètement avec un contenu complètement différent qui est encore une fois bien reproduit. Donc, c'est ça. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on a développé pendant ma maîtrise? Ben, c'est une méthode de réalisation de modèles vibratoires par élément fini avec la Wayfield, puis c'est pour aider les ingénieurs à prendre des meilleures décisions. Puis, ben, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Ben, c'est le développement mathématique des fonctions de commande des haut-parleurs. Puis la validation numérique et expérimentale, donc ça inclut faire les modèles pour les écouter, puis les simuler et mesurer. Donc, des pistes de travaux futurs, je dirais, ben, continuer à faire d'autres tests avec des objets que du monde veut réaliser. Mais bon, je ne vois pas d'enjeu pour n'importe quel objet parce qu'on a testé des objets avec c'est surtout le demi-cylindre qui est avec une forme non plane. Si ça fonctionne, ben, j'imagine que n'importe quel objet avec n'importe quelle géométrie devrait fonctionner. Mais l'enjeu, c'est le temps de calcul. Donc, c'est un peu le gros enjeu aussi de la maîtrise c'était long. Tout était long. Fait que les modèles comme ça étaient longs, puis les codes étaient longs, puis c'est sûr, c'est sur MATLAB, c'est pas la faire la plus vite, mais bon, fait que il y aurait de l'amélioration à faire à ce niveau-là aussi. C'est tout pour moi. Donc, merci de m'avoir écouté.